Le crash a été un son que je n'oublierai jamais. Du métal qui se déchire, du verre qui explose. Quand je me suis réveillé dans la lumière stérile de l'urgence, ma jambe gauche était brisée, ma poitrine me brûlait, et le médecin parlait de consentement à une opération d'urgence. J'avais 3 contacts familiaux. La ligne de ma mère est allée directement à la messagerie vocale. Mon père a finalement répondu à mon appel désespéré, non pas par une visite, mais par un texto. Ça ne peut pas attendre ? On est débordé. Ce simple message, juste 6 mots, a été le moment où la façade de la famille parfaite s'est vaporisée. J'ai passé un autre appel. J'ai appelé grand-père Georges. 3 semaines après qu'il m'ait sauvé la vie en signant ses papiers, je me suis présenté au manoir de $2 millions de mes parents, non pas avec des fleurs, mais avec un dossier juridique bleu. Ce jour-là, je ne suis pas seulement sorti de l'hôpital. Je suis sorti de leur vie. Je m'appelle Ryan Keller, et je viens d'avoir 25 ans le mois dernier. J'ai grandi en croyant que la famille signifiait un amour et un soutien inconditionnel. Mais j'ai appris à la dure que parfois, les personnes qui vous aiment le plus ne sont pas celles liées par le sang. Avant de partager mon histoire, je veux savoir que vous êtes là avec moi. Dites simplement, à l'écoute, dans les commentaires ou faites-moi savoir d'où vous êtes. J'aime savoir jusqu'où mon histoire porte. Parfois, même la plus petite connexion peut faire en sorte qu'une histoire se sente entendue. Merci. Et maintenant, voici mon histoire. Si mon parcours, défini par la découverte du courage de fixer des limites et de redéfinir la famille, résonne en vous, veuillez envisager de cliquer sur le bouton d'abonnement. C'est une promesse silencieuse que vous croyez en la résilience et que les schémas toxiques peuvent être brisés. La famille Keller vivait à l'intérieur d'une photographie glacée, exposée en permanence dans la partie la plus désirable de la région tri-comté du nord de la Virginie. De l'extérieur, l'image était impeccable, la maison imposante de 2 étages, la pelouse agressivement entretenue, le luxe sans effort de vacances sans fin à Charleston, en Caroline du Sud. Mes parents, Robert et Victoria Keller, étaient les talons or de la réussite dans le comté de Fairfax, des promoteurs immobiliers résidentiels de luxe respectés qui avaient architecturé leur propre fortune. Ils étaient connus comme le « couple de pouvoir », méticuleux dans la culture d'un air d'excellence professionnelle et parentale, toujours visible aux bonnes fonctions scolaires, s'assurant que leur présence était notée par les bons observateurs. Mais la réalité intérieure de cette image était définie par les échos et l'absence. Mon enfance a été une longue séquence de recherche de visages familiers dans des espaces vides. Il y a eu les innombrables récitals de piano où mes yeux parcouraient le public à la recherche de 2 chaises perpétuellement vides. Il y a eu les célébrations d'anniversaire où ils arrivaient 2 heures en retard, présentant des cadeaux coûteux, une transaction, jamais une excuse. Le dîner était souvent une routine de micro-ondes mangées seuls car ils étaient inévitablement en train de montrer une propriété de plusieurs millions de dollars ou de réseauter agressivement à un gala de l'industrie. Les affaires d'abord, Ryan. C'était le credo de mon père, livré avec la conviction d'un homme dictant des termes chaque fois que j'osais exprimer ma déception. Cette entreprise met de la nourriture sur la table et ce toit au-dessus de ta tête. Ne l'oublie jamais. Ma mère, Victoria, offrait une approche plus douce, mais sa loyauté était absolue. Elle existait dans l'ombre de mon père, sa seule défense étant « ton père sait mieux que personne ». Son mantra était un bouclier. Nous construisons cette entreprise pour ton avenir. Enfant affamé de validation, j'ai intériorisé le mensonge. Quel choix avais-je ? La seule chaleur sincère, la seule véritable constante dans mon orbite était mon grand-père, George Keller, le père de mon père. Une ironie que j'ai comprise très tôt. Grand-père George était l'inverse de tout ce que Robert et Victoria représentaient. Patient, là où ils étaient pressés, présent, là où ils étaient absents, et profondément, authentiquement intéressés par les détails de ma vie. Après le décès de grand-mère quand j'avais 7 ans, il a déversé sa considérable capacité d'amour en moi. Quand mes parents ont manqué ma remise de diplôme de 8e année pour une visite jugée immanquable, grand-père George était là, non seulement avec des fleurs et de la crème glacée, mais avec un sentiment de fierté palpable. Quand ma réussite au tableau d'honneur du lycée a été accueillie par un dédaigneux « c'est bien, mon chéri » de mes parents, il est apparu le lendemain avec un magnifique journal en cuir spécifiquement choisi dans ma couleur préférée. Pour un érudit, avait-il dit, et je me suis senti vu. Malgré le désert émotionnel que mes parents maintenaient, j'étais déterminé à tracer ma propre voie. J'ai obtenu une bourse partielle à l'université George Mason et j'ai financé le reste grâce à un travail à temps partiel épuisant tout au long de l'université. Mes parents, malgré leur richesse,
insistaient sur le fait que je devais apprendre la valeur du travail acharné, une leçon qu'ils ont soulignée en achetant un condo de vacances de luxe qu'ils visitaient rarement pendant que je luttais avec les frais de scolarité. L'obtention de mon diplôme m'a amené à un poste de parajuriste débutant au cabinet d'avocats Snyder & Black, un cabinet plus petit mais très réputé à DC. C'était une victoire remportée sans un seul appel ou connexion du « couple de pouvoir ». Comme on pouvait s'y attendre, ils ont été peu impressionnés. Les cabinets d'avocats, c'est bien pour l'expérience, a commenté mon père avec un dédain à peine dissimulé. Mais la promotion immobilière, c'est là où se trouve le vrai argent. Quand tu seras prêt à rejoindre une entreprise familiale prospère, dis-le simplement. Je n'ai jamais dit le mot. Au lieu de cela, je me suis consacré au travail, je suis resté tard et j'ai obtenu une petite mais significative augmentation après ma première année. J'ai économisé de manière obsessionnelle et, 3 mois avant l'accident, j'ai acheté ma première voiture, une Toyota Camry d'occasion avec 70 000 miles, payée entièrement avec mon propre argent. C'était une rébellion silencieuse. Quand je l'ai conduite chez eux, mon père l'a immédiatement rejetée. Tu pourrais conduire une Mercedes classe C maintenant si tu n'étais pas si têtu. Mon appartement d'une chambre, un 2e étage sans ascenseur dans un immeuble ancien, était un autre champ de bataille. C'était la preuve de mon autosuffisance pour moi. Pour eux, c'était un symbole de mon refus d'accepter leur aide. Le loyer était gérable, le trajet pratique, et je l'ai meublé avec des pièces de seconde main que j'ai restaurées avec grand-père Georges. Il m'a appris à poncer et à teindre, transformant le vieux bois en quelque chose de nouveau. Ta grand-mère et moi avons commencé avec moins, a-t-il partagé, les mains stables. Mais nous avons construit une vie remplie d'amour. C'est ça qui compte, Ryan, pas la taille de ta maison ou la voiture que tu conduis. Mon voisin Ethan, un ambulancier à l'hôpital Innova Fairfax, est rapidement devenu un ami. Nous partagions un café ou un vin, échangeant des histoires sur des avocats exigeants et des patients difficiles. 2 semaines avant la rupture finale, j'ai eu une promotion, une augmentation de 15%, et un contact direct avec les clients. J'étais extatique. Mes parents? C'est bien, mon chéri, a dit ma mère en me pressant de raccrocher. Nous allons à une réunion avec des investisseurs pour notre expansion du centre-ville de Reston. On peut te rappeler. Ils ne l'ont jamais fait. Grand-père Georges, cependant, a insisté pour un dîner de célébration italien. Tu as construit cette vie selon tes propres termes. Ça demande du courage, a-t-il porté un toast. Je ne savais pas alors à quel point j'aurais vraiment besoin de courage. Le jour où tout a changé était un mercredi, au milieu de la saison des dépôts d'entreprise du 2e trimestre. Je suis resté tard chez Snyder & Black pour aider un associé principal. À 21h, une violente tempête de printemps transformait le parking en une nappe noire de pluie. Conduis prudemment, Ryan Keller, a lancé Monsieur Harrison. Nous avons de la chance de t'avoir. Son affirmation sincère m'a réchauffé contre la pluie froide. J'ai pris l'autoroute, ralentissant ma Camry d'occasion alors que l'averse s'intensifiait. La sécurité d'abord. La voix de grand-père était un écho mental. Je n'ai jamais vu le camion pick-up jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les rapports de police ont confirmé plus tard que le conducteur était légalement intoxiqué en traversant la médiane. J'ai eu une fraction de seconde pour braquer le volant, mais l'impact est quand même venu. Le métal a crié. Le verre a explosé. Le monde a tourné puis a heurté la glissière de sécurité. La douleur a éclaté et un filet métallique chaud a coulé sur mon visage. Je me souviens du bruit de la pluie sur l'acier froissé et du hurlement lointain des sirènes. Je n'ai jamais vu le camion pick-up jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Plus tard, les rapports de police montreraient que le taux d'alcoolémie du conducteur était 2 fois supérieur à la limite légale. Tout ce dont je me souviens, c'est d'un brusque écart de phare traversant la médiane, la réalisation horrible que le camion était dans ma voie, se dirigeant droit sur moi, et la décision d'une fraction de seconde de braquer mon volant à droite. L'impact est quand même venu. Le métal se déchirant, le verre se brisant, les airbags se déployant dans une explosion de blanc. Ma voiture a tourné 1 fois, 2 fois, 3 fois avant de heurter la glissière de sécurité. La douleur a éclaté partout en même temps. Quelque chose de chaud a coulé sur mon visage. La dernière chose dont je me souviens avant de perdre connaissance, c'est le bruit de la pluie sur le capot froissé et les sirènes lointaines qui se rapprochaient. Je me suis réveillé au son des moniteurs et à l'odeur stérile de désinfectant d'hôpital. Chaque respiration envoyait des éclats de douleur à travers ma poitrine. Ma jambe gauche était surélevée, enfermée dans une sorte d'attelle.
Quand j'ai essayé de bouger mon bras droit, rien ne s'est passé. Ah, vous êtes réveillé. Un grand homme en blouse blanche s'est approché de mon lit, un dossier à la main. Je suis le docteur Sterling. Vous avez eu un accident, Ryan. Vous êtes à l'hôpital Innova Fairfax. C'est grave? Ai-je réussi à chuchoter à travers mes lèvres gercées. Vous avez 3 côtes cassées, un fémur fracturé, une épaule luxée et une commotion cérébrale, a-t-il répondu en vérifiant mes signes vitaux. Il y a aussi une hémorragie interne que nous devons traiter chirurgicalement. Vous avez en fait beaucoup de chance. Le conducteur qui vous a heurté n'a pas survécu. La nouvelle m'a frappé comme une autre collision. Quelqu'un était mort. J'ai fermé les yeux, essayant de traiter cela pendant que le docteur Sterling continuait d'expliquer mon état. L'hémorragie interne est notre principale préoccupation en ce moment. Nous devons vous opérer dans les prochaines heures. Cependant, il y a une complication avec le protocole d'anesthésie. J'ai forcé mes yeux à s'ouvrir, essayant de me concentrer sur ces paroles à travers le brouillard des analgésiques. Votre dossier médical montre une réaction indésirable aux anesthésiques standards lors de l'extraction de vos dents de sagesse il y a 3 ans. Il a expliqué le protocole alternatif que nous devons utiliser. Il nécessite le consentement de la famille en raison de risques légèrement plus élevés. Politique de l'hôpital, a-t-il ajouté en s'excusant. A-t-il quelqu'un que nous pouvons appeler? Mes parents, et j'ai dit automatiquement, lui donnant leur numéro. Une gentille infirmière nommée Olivia m'a aidé à passer les appels après le départ du docteur Sterling. Le téléphone de ma mère est allé directement à la messagerie vocale. Celui de mon père a sonné plusieurs fois avant de basculer également sur la messagerie vocale. J'ai laissé des messages de plus en plus urgents pour les deux. Maman, c'est Ryan. J'ai eu un accident de voiture et je suis à Innova Fairfax. Les médecins ont besoin de ton consentement pour une opération. S'il te plaît, rappelle-moi dès que tu auras ce message. Papa, j'ai vraiment besoin que tu me rappelles. Je suis à l'hôpital après un accident de voiture. Ils ont besoin de ton consentement pour une opération d'urgence. S'il te plaît, appelle l'hôpital si tu as ce message. 1 heure s'est écoulée. Olivia m'a aidé à essayer encore et encore. La douleur s'intensifiait à mesure que la dose initiale de médicaments s'estompait, mais ils ne pouvaient pas m'en donner plus tant qu'ils ne savaient pas quel protocole chirurgical ils utiliseraient. Finalement, mon téléphone a vibré avec un SMS. Mon père. Je viens de recevoir tes messages. Ça peut attendre? On est débordé avec la visite de la propriété Henderson, de gros clients. Appelle demain. J'ai regardé l'écran, incapable de traiter ce que je lisais. Olivia, qui était restée avec moi entre ses autres tâches, a jeté un coup d'œil à mon visage. Tout va bien? A-t-elle demandé. Sans un mot, je lui ai montré le téléphone. Son sang-froid professionnel a vacillé un instant, un choc traversant ses traits avant qu'elle ne se reprenne. Laissez-moi aller chercher l'assistante sociale, a-t-elle dit doucement en me serrant la main saine. J'ai essayé un autre SMS désespéré. Papa, j'ai besoin d'une opération d'urgence. Les médecins ont besoin du consentement maintenant. S'il te plaît, viens à l'urgence d'Innova Fairfax. La réponse est venue 3 minutes plus tard. Nous avons des visites consécutives toute la journée. Ta mère dit de prendre les médicaments qu'il recommande. On essaiera de passer ce week-end. C'est là que j'ai craqué. La douleur physique, le choc de l'accident, et maintenant cette trahison ultime de la part des personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement. Les larmes ont coulé sur mon visage alors que des sanglots durs et douloureux secouaient mes côtes blessées. Olivia est revenue avec une femme qui s'est présentée comme Madame Chavez, l'assistante sociale de l'hôpital. Elles ont toutes les deux été témoins de ma dépression alors que j'agrippais mon téléphone en essayant de donner un sens à des parents qui ne pouvaient pas se donner la peine de venir au chevet de leur fils après un accident potentiellement mortel. A-t-il quelqu'un d'autre que nous pouvons appeler, a demandé doucement Madame Chavez lorsque mes sanglots se sont suffisamment calmés pour une conversation. Un autre parent qui pourrait venir signer les formulaires de consentement. À travers mes larmes, je leur ai donné le numéro de grand-père Georges. Madame Chavez est sortie pour passer l'appel pendant qu'Olivia restait, offrant un réconfort silencieux et des mouchoirs. Il est en route, a rapporté Madame Chavez à son retour. Il a dit qu'il serait là d'ici 1 heure. Malgré le fait qu'il habite à 45 miles de là, à Lesbure, en Virginie, grand-père Georges est arrivé à l'hôpital en un peu moins de 50 minutes. À 74 ans,
il se déplaçait avec l'énergie d'un homme beaucoup plus jeune en se précipitant à mon chevet, son visage marqué par l'inquiétude. « Ryan » a-t-il dit, prenant ma main saine dans ses 2 mains usées. « Mon cher garçon. » Ces 3 mots contenaient plus d'amour que je n'en avais entendu de mes parents depuis des années. J'ai recommencé à pleurer, mais ces larmes étaient différentes d'une manière ou d'une autre. Grand-père a écouté attentivement le docteur Sterling expliquer mes blessures et la procédure chirurgicale, posant des questions pointues et pertinentes sur le temps de récupération et les soins post-opératoires. Lorsqu'on lui a présenté les formulaires de consentement, il a lu chaque mot avant de signer d'une main ferme. Alors qu'il se préparait à m'emmener en chirurgie, il s'est penché et m'a embrassé sur le front. « Je serai là quand tu te réveilleras », a-t-il promis. Puis, presque pour lui-même, mais juste assez fort pour que je l'entende. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec ce fils à moi, mais ce n'est pas juste. Pas juste du tout. À ce moment-là, malgré la douleur et la peur, j'ai ressenti un curieux sentiment de clarté. Les gens qui vous aiment vraiment se présentent quand ça compte. Tous les autres ne font que trouver des excuses. La dernière chose dont je me souviens avant que l'anesthésie ne fasse effet, c'est le sourire rassurant de grand-père George et la douce pression de sa main sur la mienne. Quand je me suis réveillé des heures plus tard dans la salle de réveil, groggy et désorienté, la première chose que j'ai vue, c'est sa silhouette familière sur la chaise à côté de mon lit. Il était resté tout le temps. Ses cheveux argentés étaient en désordre, ses lunettes de lecture perchées sur le bout de son nez, un puzzle de mots croisés à moitié terminé sur ses genoux. Il s'était assoupi, le menton reposant sur sa poitrine, mais s'est réveillé immédiatement quand j'ai bougé. « Le voilà », a-t-il dit avec une douce chaleur. « Bienvenue, gamin. » Ma gorge était à vif à cause du tube respiratoire, mais j'ai réussi à croiser une question. « Mes parents ?» Une ombre a traversé son visage. « Je les ai appelés, j'ai laissé des messages pour leur dire que tu étais en chirurgie. Ils n'ont pas encore rappelé. » J'ai fermé les yeux, absorbant une autre déception. Quand je les ai rouverts, grand-père me regardait avec une telle compassion que de nouvelles larmes menaçaient de couler. « Le médecin dit que tout s'est bien passé », a-t-il dit clairement, essayant de se concentrer sur les bonnes nouvelles. Ils ont arrêté l'hémorragie et ont bien remis ta jambe en place. Tu auras besoin d'un peu de kinésithérapie, mais il n'y a aucune raison que tu ne te rétablisses pas complètement. Au cours des 5 jours suivants à l'hôpital, grand-père George est devenu un habitué de ma chambre. Il a apporté de la soupe au poulet maison dans des thermos, la nourriture d'hôpital n'aidera personne à guérir, des pyjamas frais de mon appartement que Bria et Tan l'avaient aidé à récupérer, et une patience sans fin. Il s'est assis avec moi pendant les changements de pansements douloureux, m'a distrait avec des histoires de sa jeunesse pendant les séances de kinésithérapie difficiles, et a tenu un commentaire continu sur la télévision de jours douteuses que nous regardions ensemble. Mes parents ont finalement envoyé un SMS le 2e jour. J'espère que tu te sens mieux. Papa a une grosse présentation de propriétés et maman montre 3 propriétés aujourd'hui. On essaiera de passer quand les choses se calmeront. Ils ne sont pas venus. Ni ce jour-là, ni le lendemain. Le visage de grand-père se crispait de plus en plus à chaque fois que je vérifiais mon téléphone et que j'essayais de cacher ma déception. L'infirmière Olivia est devenue une sorte d'amie pendant ces jours-là. Elle passait même quand elle ne m'était pas assignée, apportant parfois un pot de pudding supplémentaire qui allait, de toute façon être jeté, ou restant quelques minutes après son service pour discuter. « Votre grand-père est quelqu'un de spécial », a-t-elle commenté le 4e jour en vérifiant mes signes vitaux. Il n'est pas parti plus d'une fois pour un café depuis que vous êtes ici. Il a toujours été mon rock, ai-je admis, même quand j'étais petit. Certaines personnes comprennent vraiment ce que signifie la famille, a-t-elle dit, ses yeux se posant sur mon téléphone avec son absence notable d'inquiétude parentale. D'autres ont besoin d'une ou 2 leçons. Mes séances de kinésithérapie avec Jake ont commencé à l'hôpital, un travail douloureux et épuisant qui me laissait tremper de sueur et parfois de larmes. Mais Jake avait le don de savoir exactement quand pousser et quand relâcher, quand distraire avec une conversation et quand me laisser me concentrer en silence. Vous vous rétablissez mieux que la plupart des patients ayant des blessures similaires, m'a-t-il encouragé lors d'une séance particulièrement difficile. Cette détermination vous sera très utile pour votre rétablissement. Le 5e jour, la planification de la sortie a commencé. Le docteur Sterling et une équipe de spécialistes sont venus discuter des exigences de soins post-opératoires. Vous ne pourrez pas monter les escaliers pendant au moins 6 semaines, a expliqué le médecin. Votre immeuble n'a pas d'ascenseur, c'est bien ça? J'ai hoché la tête. La réalité s'imposait.
Mon appartement du 2e étage était maintenant complètement inaccessible pour moi. Et vous aurez besoin d'aide pour les activités quotidiennes jusqu'à ce que votre épaule guérisse suffisamment pour que la kinésithérapie puisse commencer, a-t-il poursuivi. A-t-il quelqu'un qui peut rester avec vous ou un autre endroit où vous pouvez rester pendant votre convalescence? Avant même que je puisse traiter la question, grand-père Georges a pris la parole. Il rentre à la maison avec moi. J'ai déjà préparé la chambre d'amis au rez-de-chaussée. L'assistante sociale, Madame Chavez, a eu l'air préoccupée. Monsieur Keller, s'occuper de quelqu'un avec ses blessures est assez exigeant. À votre âge. À mon âge, je sais ce qui compte, l'a-t-il interrompu fermement. J'ai peut-être 74 ans, mais je suis en excellente santé. Ma maison est de plain pied avec seulement 2 marches à l'entrée pour lesquelles je peux construire une rampe temporaire. Je suis à la retraite et je n'ai rien d'autre à faire que d'être là pour mon petit-fils. Sa certitude ne laissait aucune place à la discussion. Madame Chavez a hoché la tête, prenant des notes dans son dossier. Ce n'est qu'après le départ de l'équipe médicale que mon téléphone a finalement sonné avec le numéro de mes parents. Pendant un instant, l'espoir a jailli que peut-être ils avaient enfin réalisé la gravité de la situation. J'ai mis l'appel sur haut-parleur pour que grand-père puisse entendre aussi. Ryan, c'est maman. Papa et moi avons pensé à ta situation, et nous voulons que tu saches que nous sommes désolés de ne pas avoir pu venir te voir encore. Ce marché de printemps est juste follement occupé. Aucune question sur mon état. Aucune mention de l'opération, juste des excuses. Le médecin dit que j'ai besoin d'un endroit pour me rétablir, ai-je dit, luttant pour garder ma voix stable. Je ne peux pas retourner à mon appartement à cause des escaliers. Oh. Une pause, puis une conversation étouffée. Je ne pouvais pas distinguer. Eh bien, ma chérie, tu sais, notre emploi du temps est si imprévisible avec les visites et les journées portes ouvertes, et la chambre d'amis est pleine de meubles de mise en scène en ce moment. Nous ne sommes tout simplement pas équipés pour accueillir quelqu'un avec des besoins médicaux. Le visage de grand-père s'est assombri, mais il est resté silencieux, me laissant gérer l'appel. C'est bon, ai-je dit, me surprenant de voir à quel point le rejet me faisait peu de mal après tout le reste. Grand-père a proposé de me laisser rester avec lui. Oh, eh bien, c'est probablement mieux comme ça, alors. Papa te dit qu'on essaiera de passer dimanche si la journée portes ouvertes se termine assez tôt. Ils ne sont pas venus ce dimanche-là, ni le suivant. Déménager dans la maison de plein pied de grand-père Georges à Lesbure, c'était comme entrer dans une étreinte chaleureuse après des années dans le froid. Il avait transformé sa chambre d'amis en un havre de convalescence avec des oreillers supplémentaires pour l'élévation, un petit réfrigérateur rempli d'eau et de jus, une télévision qu'il avait déplacée de sa propre chambre, et une cloche, pour les urgences seulement, mais n'hésite pas si tu as besoin de moi. Nos journées se sont installées dans un rythme doux. Les matins commençaient avec grand-père apportant le petit déjeuner sur un plateau, il faut des protéines pour guérir, avant de m'aider à aller à la salle de bain et à travers les routines d'hygiène de base qui étaient humiliantes mais nécessaires compte tenu de mes blessures. Des infirmières à domicile venaient 3 fois par semaine pour vérifier mes progrès et j'arrivais pour des séances de kinésithérapie à domicile qui augmentaient progressivement en intensité. Les soirées étaient mon moment préféré. Après le dîner, que grand-père insistait pour cuisiner malgré mes offres de commander à emporter, nous regardions de vieux films ou jouions aux cartes. Il m'a appris le pinocle et le backgammon, des jeux d'avant que vous, les jeunes, n'ayez des téléphones pour vous divertir. Parfois, nous parlions simplement, ces histoires peignant des images vives d'une autre époque. C'est lors d'une de ces conversations du soir, environ 2 semaines après mon arrivée, que grand-père s'est finalement ouvert sur mon père. Robert a toujours eu faim de plus, a-t-il dit doucement alors que nous étions assis dans le salon, les restes de nos coupes de crème glacée sur la table basse entre nous. Même enfant, s'il avait un jouet, il en voulait 2. Si son ami avait un vélo, il lui en fallait un meilleur. J'ai écouté, reconnaissant le schéma qui s'était poursuivi à l'âge adulte. Ta grand-mère et moi avons essayé de lui apprendre la gratitude, d'apprécier ce qu'il avait plutôt que de toujours regarder vers la prochaine chose. Mais certaines leçons ne prennent pas, il a soupiré, regardant les photos de famille sur sa cheminée. Quand il a rencontré ta mère, j'ai pensé qu'elle pourrait l'équilibrer. Au lieu de cela, elle a adopté ses valeurs. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit, ai-je demandé. Sur la façon dont il me traitait. Les yeux de grand-père sont devenus tristes. Je l'ai fait, dans les premières années. J'ai dit à Robert qu'il manquait ce qui comptait le plus. Il m'a accusé d'essayer de diriger sa vie. Il a dit que j'étais jaloux de son succès.
Il a secoué la tête. Au bout d'un moment, j'ai réalisé que le confronter ne faisait que le rendre plus têtu, alors je me suis concentré sur le fait d'être là pour toi à la place. Je me suis toujours demandé pourquoi il semblait si différent de toi, ai-je admis. Je m'inquiète depuis des années d'avoir échoué d'une manière ou d'une autre à l'élever, a avoué grand-père, la vulnérabilité gravant des rides plus profondes sur son visage usé. Et que je ne lui ai pas enseigné les bonnes valeurs. Mais en te voyant, Ryan, comment tu as tourné malgré leur négligence, peut-être que je n'ai pas complètement échoué. À ce moment-là, j'ai réalisé que notre guérison n'était pas seulement physique. Il y avait des blessures plus anciennes qui étaient traitées dans cette maison tranquille, des blessures qui avaient suppuré pendant des années, recevant enfin l'attention qu'elles méritaient. 2 semaines après être venu séjourner chez mon grand-père, mes parents ont finalement fait leur apparition. Ils sont arrivés dans la Mercedes classe C supérieure de mon père, apportant un ballon générique, bon rétablissement, et une boîte de chocolat avec l'étiquette de prix de la pharmacie encore attachée. La visite avait clairement été une pensée après coup, coincée entre d'autres engagements. La maison a l'air plus petite que dans mon souvenir, a commenté mon père en entrant, jetant un coup d'œil autour de lui avec un jugement à peine dissimulé. Tout le monde n'a pas besoin de 4000 pieds carrés pour être heureux, Robert, a répondu doucement mon grand-père, bien que j'aie perçu la pointe dans sa voix. Ma mère a fait semblant de s'inquiéter, s'agitant avec ma couverture et posant des questions superficielles sur ma convalescence. Mon père faisait les 100 pas dans le salon, vérifiant sa montre à plusieurs reprises. « Miso, quand pense-t-il que tu pourras reprendre le travail ?» a-t-il demandé, coupant court à mon explication sur les progrès de la kinésithérapie. « Tu ne veux pas perdre ce travail, aussi petit soit-il. Les médecins disent au moins un autre mois avant qu'un temps partiel ne soit possible, ai-je expliqué. Mon cabinet a été compréhensif. Il garde mon poste. 1 mois. Il a eu l'air sincèrement choqué. Ça semble excessif pour quelques os cassés. Il a failli mourir, Robert, a dit doucement mon grand-père. L'hémorragie interne était importante. Mon père a agité une main dédaigneuse. Eh bien, l'important est de revenir à la normale le plus rapidement possible. Tu ne peux pas te permettre d'être considéré comme peu fiable sur le marché du travail. La visite a duré exactement 47 minutes. Alors qu'ils se préparaient à partir, je les ai entendus dans la cuisine pendant que mon grand-père les aidait à trouver leur manteau. C'est tellement peu pratique, a marmonné mon père, pensant que je ne pouvais pas entendre depuis le salon. On aurait pu avoir besoin de son aide pour les visites de printemps. Au moins, ton père s'en occupe, a répondu ma mère. Peux-tu imaginer s'ils s'attendaient à rester avec nous, avec notre emploi du temps? Ils sont partis avec des promesses creuses de prendre des nouvelles bientôt et de vagues mentions d'un éventuel passage le week-end suivant. La porte s'était à peine refermée derrière eux que mon grand-père est retourné dans le salon, son expression soigneusement neutre. Ils veulent bien faire, a-t-il offert, bien qu'aucun de nous ne l'ait cru. Vraiment, ai-je demandé doucement. Il n'a pas eu de réponse. Le lendemain a apporté une nouvelle inquiétude. Le courrier que la Lunetane affreuse avait ramassé de mon appartement comprenait plusieurs factures médicales et relevés d'assurance. Malgré une bonne assurance maladie par le biais de mon employeur, l'accident générait des coûts substantiels. Le conducteur ivre qui m'avait heurté n'était pas assuré, ce qui compliquait encore les choses. Alors que je triais les documents étalés sur la table de la salle à manger, la réalité de ma situation financière est devenue de plus en plus claire. Entre les factures médicales, le loyer continu pour un appartement que je ne pouvais pas utiliser, les paiements de voiture pour un véhicule qui était maintenant une perte totale, et les dépenses de la vie courante, mes modestes économies ne dureraient pas longtemps, et je ne pourrais pas retourner au travail avant au moins un autre mois. On trouvera une solution, m'a assuré mon grand-père quand il m'a trouvé en train de regarder les chiffres avec consternation. Une étape à la fois. Je passais des appels à ma compagnie d'assurance le lendemain quand j'ai découvert quelque chose de troublant. Le représentant a mentionné des communications qu'ils avaient eues avec mes parents concernant ma réclamation. Je suis désolé, quelle communication, ai-je demandé, confuse. Selon nos notes, vos parents nous ont contactés 3 jours après l'accident pour discuter des options de règlement, a expliqué le représentant. En tant que bénéficiaire de votre police, ils s'informaient sur la manière dont les fonds seraient décaissés. De la glace s'est formée dans mon estomac. Des bénéficiaires? Je ne les ai jamais inscrits comme bénéficiaires. Une pause sur la ligne. Ils sont inscrits ici comme contact secondaire et mandataire financier, autorisés il y a environ 2 ans. Il y a 2 ans, lorsque j'avais commencé au cabinet d'avocat,
et que mon père m'avait aidé à mettre en place mon ensemble d'avantages sociaux. Il avait insisté sur le fait que c'était compliqué et avait proposé de m'accompagner. J'avais été reconnaissant de son aide, ne soupçonnant jamais qu'il s'ajouterait, lui et ma mère, comme mandataires financiers à mon insu. Une enquête plus approfondie a révélé qu'ils avaient été en contact régulier avec mes compagnies d'assurance maladie et automobile, se positionnant pour gérer tout règlement ou paiement. Ils avaient même contacté la direction de mon immeuble pour résilier mon bail, compte tenu des circonstances. Les mains tremblantes, je les ai appelés directement. Pour une fois, mon père a répondu à la première sonnerie. « Ryan, j'allais justement t'appeler. Bonne nouvelle sur le front de l'assurance. Je pense qu'on peut les amener à offrir un règlement raisonnable pour ta voiture. Pourquoi êtes-vous inscrit comme bénéficiaire sur mes polices, ai-je demandé, allant droit au but. Une pause. Eh bien, c'est juste pratique. Tu es jeune. Tu ne comprends pas comment ces choses fonctionnent. Les compagnies d'assurance essaient de minimiser les paiements. Elles ont besoin de traiter avec quelqu'un qui connaît le système. Quelqu'un comme un promoteur immobilier sans formation juridique. Je n'ai pas pu empêcher la pointe d'ironie dans ma voix. Maintenant, Ryan, ne sois pas ingrat. Ta mère et moi essayons de t'aider. Ces factures médicales vont être substantielles. Nous pensons que tu devrais envisager de rentrer à la maison où nous pourrons garder un œil sur tes finances jusqu'à ce que tu sois de nouveau sur pied. La vérité m'a frappé comme un coup physique. Vous voulez le contrôle de l'argent de mon règlement. Ne sois pas ridicule, a-t-il lancé. Mais il y avait quelque chose dans son ton qui a confirmé mon soupçon. Nous sommes tes parents. Nous veillons à tes intérêts. À quoi prévoyez-vous d'utiliser l'argent, papa, ai-je insisté. Une autre pause, plus longue cette fois. Si tu dois le savoir, on nous a présenté une opportunité d'étendre l'entreprise. Un deuxième bureau à Reston Town Center. Le timing est parfait, mais nous avons besoin de capitaux supplémentaires. Alors, vous prévoyez d'utiliser mon règlement d'assurance pour l'expansion de votre entreprise. Ma voix s'est élevée malgré la douleur que cela causait à mes côtes en guérison. C'est une entreprise familiale, Ryan, a-t-il dit comme s'il expliquait à un enfant. Tout ce que nous faisons te profite à long terme. Cet accident, aussi malheureux soit-il, a présenté une opportunité opportune. J'ai raccroché sans un autre mot. Puis je me suis assis sur le canapé de mon grand-père et j'ai sangloté jusqu'à ce que ma poitrine me fasse mal et que ma gorge soit à vif. Toutes les années de négligence émotionnelle se sont cristallisées dans cette trahison finale. Mes propres parents ont vu mon expérience de mort imminente comme une opportunité financière pour eux-mêmes. Mon grand-père m'a trouvé là, recroquevillé sur moi-même malgré la douleur que cela causait à mes os en guérison. Que s'est-il passé, a-t-il demandé, alarmé par mon état. À travers des phrases entrecoupées, j'ai expliqué ce que j'avais découvert. Son visage est devenu de plus en plus orageux à chaque mot jusqu'à ce que je reconnaisse à peine mon doux grand-père dans l'homme en colère devant moi. Ça s'arrête maintenant, a-t-il dit quand j'ai fini, sa voix calme et remplie de détermination. J'ai trop longtemps regardé passivement comment il te traitait. Je pouvais à peine respirer à travers la douleur et l'émotion, mais j'ai réussi d'une manière ou d'une autre à demander, que pouvons-nous faire? D'abord, tu te reposes, a-t-il dit en m'aidant à me rallonger contre les oreillers. Ensuite, demain, nous appellerons mon vieil ami Thomas. Il a pratiqué le droit de la famille pendant 40 ans avant de prendre sa retraite. Il saura exactement quelles mesures prendre. Alors que je m'endormais, épuisé, cette nuit-là, une pensée m'a apporté un étrange sentiment de paix. J'étais enfin prêt à me libérer du lien toxique qui s'était masqué en amour parental pendant 25 ans. Le juge à la retraite Thomas est arrivé chez mon grand-père le lendemain matin. Un homme grand et distingué aux cheveux argentés et aux yeux bleus vifs derrière des lunettes à monture métallique. Bien qu'il soit à la retraite depuis 5 ans, il portait une mallette en cuir et avait le regard vif et évaluateur que je reconnaissais chez les avocats de mon cabinet. Georges est mon ami depuis près de 50 ans, a-t-il expliqué alors que nous nous asseyions à la table de la salle à manger. Quand il a appelé à propos de votre situation, j'ai su que c'était sérieux. Il n'est pas du genre à exagérer. Pendant les 2 heures qui ont suivi, Thomas a écouté attentivement mon explication sur l'histoire avec mes parents, leur ingérence financière, et la situation actuelle avec les demandes d'assurance. Il a pris des notes méticuleuses, posant parfois des questions de clarification qui révélaient son expertise juridique. Ce que vous décrivez est un schéma préoccupant de contrôle financier et de fraude potentielle, a-t-il dit quand j'ai fini.
Bien que vous soyez un adulte et que vous n'ayez pas besoin d'une émancipation légale au sens traditionnel, il y a des mesures que nous pouvons prendre pour séparer formellement vos finances de l'influence de vos parents. Il a esquissé plusieurs options, de la simple suppression de leur nom en tant que bénéficiaire à des notifications juridiques plus complètes qui les empêcheraient de revendiquer une quelconque autorité sur mes affaires. L'aspect le plus préoccupant est leur accès non autorisé à vos comptes, a noté Thomas. Cela franchit plusieurs limites légales, en particulier s'ils se positionnaient pour détourner des fonds à votre insu ou sans votre consentement. Nous avons élaboré un plan en plusieurs étapes. Premièrement, je devrais examiner tous mes documents financiers pour identifier chaque compte auquel ils pourraient avoir accès. Ensuite, nous créerions de nouveaux comptes dans différentes institutions où ils n'avaient ni historique ni relation. Enfin, nous préparerions une notification juridique formelle de séparation financière à leur remettre, ainsi qu'à toutes les institutions financières concernées. Je recommanderais également de signer un nouveau document de procuration, a suggéré Thomas. Compte tenu de votre situation médicale récente, il est prudent d'habiliter quelqu'un de confiance à prendre des décisions si vous êtes frappé d'incapacité. Actuellement, en tant que vos plus proches parents, vos parents auraient une autorité par défaut dans de nombreuses situations. La suggestion était parfaitement logique. Je voudrais mon grand-père, ai-je dit immédiatement, en le regardant. Si vous êtes d'accord. Bien sûr, a-t-il répondu sans hésitation. Après le départ de Thomas avec la promesse de rédiger les documents nécessaires, j'ai contacté Sarah, mon amie d'université qui travaillait maintenant comme conseillère financière. Elle a accepté de passer après le travail pour m'aider à examiner ma situation financière. Je savais que tes parents étaient intenses avec l'argent, a-t-elle commenté alors que nous épluchions les relevés et les polices, mais ça, c'est un autre niveau. Ils ont essentiellement créé un accès détourné à presque tous les aspects financiers de ta vie. Avec l'aide de Sarah, j'ai commencé le processus de désenchevêtrement financier. De nouveaux comptes bancaires ont été ouverts. Les polices d'assurance ont été mises à jour avec Sarah inscrite comme ma conseillère financière attitrée. Une surveillance du crédit a été mise en place pour m'alerter de toute nouvelle tentative d'accès à mes informations. Tout au long de ce processus, mon réseau de soutien a continué de s'agrandir. L'infirmière Olivia est passée lors de son jour de congé, apportant des biscuits faits maison et proposant de me conduire à mes rendez-vous. Mon patron, Monsieur Harrison, a appelé régulièrement avec des nouvelles du travail et des assurances que mon poste était sécurisé. Prenez le temps dont vous avez besoin pour guérir correctement, a-t-il insisté. Votre bureau vous attendra. Ethan avait entretenu mon appartement, ramassé le courrier et arrosé les quelques plantes qui avaient survécu à mes soins irréguliers. Votre propriétaire a demandé vos projets, a-t-il rapporté lors d'une de ses visites. Je lui ai dit que vous vous concentriez sur votre rétablissement, mais que vous prévoyiez certainement de revenir. Il a semblé compréhensif. Les aspects physiques de la guérison se sont poursuivis parallèlement à ces préparatifs pratiques. J'ai qu'à augmenter l'intensité de mes séances de thérapie, me poussant plus loin à chaque fois. Vous guérissez plus vite que prévu, a-t-il noté avec approbation. Cette détermination porte ses fruits. Alors que mon corps se renforçait, j'ai également commencé à traiter les dommages émotionnels. Le docteur Lynn, une thérapeute recommandée par Madame Chavez de l'hôpital, a commencé des séances hebdomadaires chez mon grand-père. Ce que vous décrivez est un schéma de négligence émotionnelle qui a existé toute votre vie, a-t-elle observé lors de notre deuxième séance. Le contrôle financier n'est qu'une autre manifestation de leur manque fondamental de respect pour votre autonomie. Ces conversations étaient douloureuses, mais nécessaires, me forçant à affronter la réalité du comportement de mes parents. Plutôt que la version idéalisée à laquelle je m'étais accroché pendant des années. Je n'arrêtais pas de leur trouver des excuses, ai-je admis lors d'une séance particulièrement difficile, me disant qu'ils étaient juste occupés ou qu'ils montraient leur amour différemment ou que j'étais trop exigeant. C'est très courant chez les enfants de parents émotionnellement négligents, a expliqué le docteur Lynn. Il est souvent plus facile de se blâmer soi-même que d'accepter que les personnes qui devraient nous aimer inconditionnellement en sont incapables. Progressivement, j'ai commencé à comprendre que la vraie famille n'est pas définie par le sang, mais par les actions. Les personnes qui s'étaient présentées pour moi pendant cette crise, grand-père George, Ethan, Olivia, Monsieur Harrison, même Jake, avaient fait preuve de plus de soins sincères que mes parents ne l'avaient jamais fait. Vous construisez ce que les thérapeutes appellent parfois une famille choisie, a noté le docteur Lynn, des personnes liées par l'amour et le respect mutuel plutôt que par une obligation génétique. À la fin de la 3e semaine après l'accident, toutes les pièces étaient en place. Thomas avait préparé un dossier complet de documents juridiques,
y compris la notification de révocation en tant que bénéficiaire et contact d'assurance, la révocation de toute autorisation antérieure pour les décisions financières, de nouveaux documents de procuration nommant grand-père Georges pour les décisions médicales et financières, et une mise en demeure formelle concernant toute tentative d'accès à mes informations financières. Il n'y a aucune obligation légale de les remettre en personne, a expliqué Thomas alors que nous examinions les documents finaux, mais il y a parfois de la valeur dans une remise en personne, en particulier dans les affaires de famille. Cela ne laisse aucune place à des allégations de mauvaise communication. La décision d'affronter directement mes parents n'a pas été prise à la légère. Après de longues discussions avec grand-père, Thomas et le docteur Lin, j'ai conclu que c'était une étape nécessaire dans mon processus de guérison. Vous avez passé des années à être rejeté et ignoré par eux, a observé le docteur Lin. Dire votre vérité directement, selon vos propres termes, peut être une puissante réappropriation de votre autonomie. Grand-père a soutenu tout ce que j'ai décidé, mais a offert un conseil qui m'a finalement convaincu. Certaines conversations doivent avoir lieu en personne, non pas pour eux, mais pour vous. Pour qu'il n'y ait aucun doute dans votre esprit que vous vous êtes défendu. La réunion a été fixée pour le samedi après-midi chez mon grand-père. Thomas serait présent en tant que témoin juridique. Les papiers étaient organisés dans un dossier bleu, chacun nécessitant une signature accusant réception. La veille, j'étais assis sur la balançoire du porche avec mon grand-père, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances de rose et d'or. « Es-tu nerveux pour demain ?» a-t-il demandé. Terrifié, ai-je admis, mais aussi soulagé. Comme si quelque chose qui me pesait depuis des années était enfin réglé. Il a hoché la tête, la compréhension dans ses yeux. C'est comme ça que la vérité se sent parfois. Effrayante mais libératrice. Et s'ils refusent de signer ou font une scène? Alors ils auront montré leur vrai visage une fois de plus, a-t-il dit simplement. Et vous saurez encore plus certainement que vous prenez la bonne décision. Alors que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait, j'ai réalisé que j'étais prêt à me défendre d'une manière que je n'avais jamais eue auparavant. Non pas avec colère ou vengeance, mais avec la force tranquille de quelqu'un qui comprend enfin sa propre valeur. 3 semaines jour pour jour après mon accident, j'étais assis dans le salon de mon grand-père, attendant l'arrivée de mes parents. Ma convalescence physique avait remarquablement progressé. J'étais passé d'un fauteuil roulant à des béquilles. La douleur à mon épaule s'était atténuée en une douleur sourde, et l'incision chirurgicale cicatrisait proprement. La préparation émotionnelle avait été plus difficile, mais tout aussi nécessaire. Le dossier bleu contenant les documents juridiques était posé sur la table basse entre nous. Thomas était arrivé 30 minutes en avance pour revoir la procédure une dernière fois. « Souviens-toi, tu ne demandes pas la permission, ouah, m'a-t-il rappelé. Tu les informes de décisions déjà prises. Reste calme, sois direct, et ne te laisse pas entraîner dans des justifications ou des disputes. » Grand-père avait arrangé les meubles pour créer un cadre formel. J'étais assis dans un fauteuil face à la porte, avec grand-père et Thomas positionnés légèrement derrière moi de chaque côté. L'arrangement n'était pas accidentel. Il représentait physiquement le soutien que j'avais maintenant. Quand la sonnette a retenti à 20 heures précises, mon cœur a bondi dans ma gorge. Grand-père a doucement serré mon épaule avant d'aller ouvrir. J'ai d'abord entendu la voix de mon père. « Papa, cette réunion formelle semble inutile. Si Ryan a besoin de discuter de quelque chose, un simple coup de fil aurait suffi. Certaines conversations méritent plus de respect qu'un coup de fil, Robert, a répondu grand-père, son ton neutre mais ferme. Mes parents sont entrés dans le salon avec l'air confiant de personnes habituées à contrôler chaque situation. Mon père portait sa tenue décontractée de travail, un pantalon kaki repassé et un polo avec le logo de son entreprise de promotion immobilière. Ma mère s'était habillée de manière plus formelle, en blazer et jupe crayon, comme si elle assistait à la clôture d'une propriété. Leurs expressions ont subtilement changé lorsqu'ils ont remarqué Thomas. Les yeux de mon père se sont plissés avec une suspicion immédiate. « De quoi s'agit-il » a-t-il demandé en me regardant directement. « Et qui est ce monsieur ?»« C'est le juge à la retraite Thomas, un professionnel du droit de la famille et un ami de grand-père, » ai-je répondu, gardant ma voix stable. « S'il vous plaît, asseyez-vous. » Ils ont échangé un rapide regard avant de prendre place sur le canapé en face de moi. Aucun d'eux n'avait demandé comment j'allais ni commenter ma mobilité améliorée. « Eh bien, les affaires doivent bien marcher si tu peux te permettre un avocat, » a dit mon père avec un sourire crispé. « Bien que je ne sois pas sûr de la raison pour laquelle tu aurais besoin d'un conseil juridique pour une discussion de famille.
Je vous ai demandé de venir aujourd'hui parce que nous devons aborder des questions importantes, ai-je commencé en ignorant son commentaire, plus précisément votre implication dans mes affaires financières à mon insu ou sans mon consentement. Le sourire de ma mère a vacillé. Je ne sais pas ce que tu veux dire, mon chéri. Nous n'avons fait que essayer d'aider. Allez dans mon dos pour contacter mes compagnies d'assurance et vous positionner pour contrôler l'argent de mon règlement n'est pas de l'aide, ai-je déclaré sans embâche. C'est de l'ingérence et potentiellement de la fraude. Le visage de mon père s'est durci. Attends une minute. En tant que tes parents. En tant que mes parents, ai-je interrompu, me surprenant par ma fermeté, vous étiez censé me soutenir et me protéger. Au lieu de ça, vous avez constamment mis vos propres intérêts en premier, jamais plus clairement que lorsque vous avez refusé de venir à l'hôpital alors que j'ai failli mourir. La franchise de ma déclaration a semblé les stupéfier momentanément tous les deux. Nous avions des engagements, a commencé ma mère. Des visites de propriétés hebdomadaires, ai-je terminé pour elle. Je me souviens. Ça peut attendre? On est débordé. Ce sont les mots exacts de papa quand j'avais besoin d'un consentement pour une opération d'urgence. Mon père s'est agité, mal à l'aise. Tu sors ça de son contexte. Nous ne nous rendions pas compte. Peu importe ce que vous avez réalisé ou non, ai-je dit. Ce qui compte, c'est ce que vous avez fait, ou plutôt ce que vous n'avez pas fait, et ça fait partie d'un schéma qui a existé toute ma vie. J'ai tendu la main vers le dossier bleu et je l'ai posé sur la table basse entre nous, le faisant glisser vers eux. Ces documents officialisent la séparation de nos affaires financières. Ils vous retirent tous les deux en tant que bénéficiaires et contactent sur toutes mes polices d'assurance, mes comptes bancaires et mes affaires juridiques. Ils révoquent toutes les autorisations antérieures que vous auriez pu avoir pour agir en mon nom. Et ils nomment grand-père Georges comme mon mandataire pour les décisions médicales et financières si je devais devenir incapable à l'avenir. Mon père n'a pas touché le dossier. Au lieu de cela, son visage a rougi de colère. C'est ridicule. Nous sommes tes parents. Être parent, c'est plus que de la biologie, ai-je répondu calmement. C'est être présent quand ça compte. C'est mettre les besoins de son enfant avant les siens. C'est quelque chose que j'ai plus ressenti de la part de grand-père au cours des 3 dernières semaines que de l'un de vous en 25 ans. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Tu ne peux pas penser ça. Tout ce que nous avons fait a été pour toi, pour ton avenir. Non, ai-je dit doucement mais fermement. Ça a été pour vous-même. Même cet accident est devenu une opportunité pour l'expansion de votre entreprise. Vous avez vu ma tragédie comme une aubaine financière pour vous-même. Mon père s'est levé brusquement. Je ne vais pas rester ici et me faire accuser par mon propre fils. C'est absurde. Ton grand-père t'a clairement empoisonné contre nous. Grand-père, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a pris la parole. Robert, ton fils a failli mourir. Pendant que tu montrais des maisons, j'étais assis dans une salle d'attente d'hôpital, priant pour qu'il survive à l'opération. Pendant que tu développais ton entreprise, je l'aidais à traverser la kinésithérapie. Il ne s'agit pas de moi ou de ce que j'ai dit. Il s'agit de ce que tu as fait, ou n'as pas fait, pour ton propre fils. Reste en dehors de ça, papa, a claqué mon père. Ça a toujours été ton problème, de penser que tu sais mieux que tout le monde. Eh bien, nous avons bâti une entreprise prospère sans ton approbation ni ton aide. Il ne s'agit pas de l'entreprise, suis-je intervenu, ramenant le sujet. Il s'agit de notre relation et des limites que j'établis maintenant. J'ai besoin que vous examiniez et signiez ces documents accusant réception. Et si nous refusons, a défié mon père. Thomas a parlé pour la première fois. Les documents seront toujours juridiquement contraignants et seront déposés de manière appropriée. Votre signature ne fait qu'accuser réception. Le refus de signer n'annule pas leur validité. Mon père l'a regardé fixement avant de se retourner vers moi. Alors, c'est comme ça que tu nous rembourses pour tout ce que nous avons fait, 25 ans à subvenir à tes besoins, à te donner des opportunités, à construire une entreprise qui aurait pu assurer ton avenir. Ces mots m'auraient autrefois rempli de culpabilité. Maintenant, je les reconnaissais pour ce qu'ils étaient, de la manipulation. Je ne fais pas ça pour vous faire du mal, ai-je dit sincèrement. Je le fais pour me protéger et pour établir des limites saines. J'aimerais toujours avoir une relation avec vous deux, mais elle doit être basée sur le respect mutuel. Du respect? Mon père a ri amèrement. Tu nous tends une embuscade avec des documents juridiques et tu parles de respect. Oui, du respect, ai-je affirmé.
Le genre qui signifie que l'on demande avant de se désigner comme bénéficiaire de l'assurance de quelqu'un d'autre. Le genre qui signifie que l'on se présente à l'hôpital quand son fils est gravement blessé. Le genre que j'ai dû trouver ailleurs parce qu'il n'était pas disponible chez vous. Ma mère a tendu la main vers le dossier avec des mains tremblantes. Regardons simplement ce qu'il demande, Robert. Il lui a attrapé le poignet, l'arrêtant. Non. C'est de la manipulation émotionnelle. Ne vois-tu pas qu'il est contrarié par l'accident et qu'il se déchaîne? J'ai pris une profonde inspiration, me calmant. Je ne me déchaîne pas. J'ai mûrement réfléchi à cela pendant plusieurs semaines. Ces décisions ne sont pas prises sous le coup de la colère, mais par instinct de conservation. J'ai croisé son regard directement. Et elles ne sont pas négociables. Quelque chose dans mon ton a dû transmettre ma résolution car l'expression de mon père a changé, la colère laissant place à quelque chose comme du choc. Tu es sérieux à ce sujet? A-t-il dit, pas tout à fait une question. Complètement. La pièce est tombée dans le silence pendant plusieurs longs moments. Finalement, mon père a tendu la main vers le dossier, parcourant les documents avec une agitation croissante. C'est excessif, a-t-il bégayé, de nous retirer complètement de tout. Qu'est-ce qui se passe si tu as besoin d'aide à l'avenir? J'ai de l'aide, ai-je dit, en jetant simplement un coup d'œil à grand-père. Une vraie aide qui vient sans condition ni arrière-pensée. Le visage de mon père a rougi davantage. Espèce d'ingrat. Il s'est interrompu, mais le mot est resté en suspens dans l'air entre nous. Je suis très reconnaissant, ai-je corrigé doucement. À tous ceux qui se sont réellement présentés pour moi. À grand-père qui a tout laissé tomber pour être à mes côtés. À mes amis et collègues qui ont pris de mes nouvelles tous les jours. À mon équipe médicale qui m'a sauvé la vie. J'ai beaucoup appris sur la gratitude récemment, et sur où elle est vraiment méritée. C'était le tournant. Mon père m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois, non pas comme une possession ou une extension de lui-même, mais comme une personne indépendante avec sa propre agence et sa propre détermination. Grand-père s'est légèrement penché en avant. Robert, ton fils ne demande pas ton approbation. Il t'informe de sa décision. Tu peux l'accepter avec grâce ou non, mais ça ne changera pas le résultat. Mon père a regardé de moi à grand-père et vice-versa. Puis, d'un mouvement saccadé, il a attrapé un stylo de sa poche et a signé chaque document où Thomas l'indiquait, sa signature rageuse et audacieuse à travers les pages. Il a tendu le stylo à ma mère, qui a signé plus hésitante, des larmes coulant sur ses joues. C'est ce que tu voulais, a exigé mon père en repoussant le dossier sur la table. Nous renier légalement? Non, ai-je dit honnêtement. Ce que je voulais, c'était des parents qui m'aimaient assez pour me mettre en premier quand ça comptait. Ce que je voulais, c'était ne jamais avoir besoin de ces documents. Mais on n'a pas toujours ce qu'on veut. C'est quelque chose que j'ai appris très jeune. Il s'est levé brusquement. Je ne te reconnais plus. Ce n'est pas le fils que nous avons élevé. C'est peut-être ça le problème, ai-je répondu doucement. Peut-être que le fils que vous avez élevé a finalement réalisé qu'il mérite mieux. Ma mère s'est levée plus lentement, tamponnant ses yeux. Et Ryan, s'il te plaît, reconsidère. On peut arranger ça en famille. J'espère qu'on le pourra, ai-je dit, sincèrement. Mais ce sera à de nouvelles conditions, avec des limites claires et un respect mutuel. Allons-y, Victoria, a dit sèchement mon père. Il n'y a plus rien à discuter ici. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, mon père s'est retourné une dernière fois. Quand tu réaliseras quelle erreur c'est, ne t'attends pas à ce qu'on t'accueille à bras ouverts. La loyauté familiale va dans les deux sens. Oui, ai-je convenu. C'est le cas. C'est précisément le problème. La porte s'est refermée derrière eux avec un clic décisif. Dans le silence soudain, j'ai réalisé que mes mains tremblaient. La confrontation que je redoutais depuis des semaines était terminée, et j'avais tenu bon. Grand-père a traversé la pièce et s'est assis à côté de moi, passant doucement un bras autour de mes épaules. Je suis si fier de toi, a-t-il dit simplement. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai eu l'impression de pouvoir vraiment respirer. Quoi qu'il arrive ensuite, je l'affronterai selon mes propres termes. La maison semblait étrangement paisible après le départ de mes parents. Thomas est resté pour une tasse de café, passant en revue ce qui s'était passé et s'assurant que tous les documents étaient correctement signés. Tu as géré ça remarquablement bien, a-t-il dit avant de partir. Tenir tête à sa famille est souvent la chose la plus difficile à faire.
Cette nuit-là, l'épuisement m'a rattrapé. Le bilan émotionnel de la confrontation, combiné à mon corps encore en guérison, m'a laissé complètement vidé. Pourtant, quand je me suis finalement endormi, c'était plus profond et plus reposant que n'importe quelle nuit depuis l'accident. Je me suis réveillé le lendemain matin avec un sentiment inconnu qui m'a pris plusieurs instants à identifier. La liberté. Tu as l'air différent aujourd'hui, a observé mon grand-père en apportant notre café du matin habituel. Plus en paix. Je me sens différent, ai-je admis, comme si j'avais posé quelque chose de lourd que je portais toute ma vie. Le travail pratique de reconstruction de ma vie a commencé immédiatement. Sarah est passée cet après-midi-là pour aider à finaliser la séparation financière. Nous avons fermé d'anciens comptes et en avons ouvert de nouveaux dans différentes institutions, mis en place des paiements de factures automatiques pour mon appartement et mes frais médicaux, et créé un budget qui me soutiendrait jusqu'à la fin de ma convalescence. Tu es en meilleure forme que beaucoup de clients que je vois, m'a-t-elle assuré en examinant les chiffres. Tes habitudes d'épargne ont été solides, et ta cote de crédit est excellente. Une fois que le règlement de l'assurance arrivera, tu auras un bon coussin. Une fois mes finances sécurisées, je me suis tourné vers ma situation de logement. Mon équipe médicale m'avait autorisé à reprendre une vie indépendante d'ici un autre mois, à condition d'avoir un appartement accessible. Mon appartement du 2e étage ne fonctionnerait pas avec mes limitations de mobilité continue. Ethan est intervenu de manière inattendue. Le logement du rez-de-chaussée de votre immeuble vient de se libérer, a-t-il rapporté lors d'une de ses visites. Il est légèrement plus grand que votre logement actuel, mais seulement $20 de plus par mois. J'ai déjà parlé au propriétaire, et il est prêt à le garder pour vous si vous voulez le voir. L'appartement était parfait, un 2 pièces avec de larges portes, pas de marche, et une petite terrasse plutôt qu'un balcon. J'ai signé le bail la semaine suivante, l'emménagement étant prévu après ma prochaine évaluation médicale. Mon retour au travail a commencé progressivement, d'abord avec des tâches à distance que je pouvais gérer depuis la table de la salle à manger de mon grand-père, puis avec des demi-journées au bureau. Une fois ma restriction de conduite levée, Monsieur Harrison et les autres associés m'ont accueilli chaleureusement, ayant aménagé un poste de travail adapté à mes limitations physiques continues. Vos compétences organisationnelles nous ont manqué, m'a dit Monsieur Harrison lors de mon premier jour de retour. Le système de classement est devenu un chaos complet sans vous. Tout au long de cette période de transition, mes parents ont gardé leur distance. Un seul SMS de ma mère est arrivé 2 semaines après notre confrontation. Nous espérons que tu te sens mieux. La porte est ouverte quand tu seras prêt à t'excuser. Je n'ai pas répondu. Le docteur Lin m'a aidé à traiter mes sentiments sur leur incapacité continue à comprendre les problèmes fondamentaux. Ils offrent un amour conditionnel, a-t-elle expliqué lors d'une de nos séances. La condition étant que vous acceptiez leur version de la réalité et votre place en son sein. Ce n'est pas une base saine pour une relation. Au lieu de me concentrer sur leur absence, j'ai investi dans l'approfondissement des liens avec ma famille choisie. Les dîners du week-end avec mon grand-père sont devenus un rituel sacré, même après que j'ai emménagé dans mon nouvel appartement. Ethan et moi avons découvert un amour commun pour les films classiques et avons instauré une soirée cinéma hebdomadaire. Olivia m'a présenté son groupe de randonnée, qui m'a accueilli pour leur sentier plus facile à mesure que ma mobilité s'améliorait. 6 mois après l'accident, une lettre inattendue de ma mère est arrivée. Contrairement à son SMS, ce message avait un ton différent. Cher Ryan, j'ai beaucoup réfléchi depuis notre dernière rencontre. Bien que ton père reste blessé et en colère, j'ai commencé à remettre en question certains de nos choix au fil des ans. L'urgence nous a envoyé ton dossier médical complet de l'accident. En le lisant, en voyant à quel point nous avons failli te perdre alors que nous montrions une maison qui, au final, ne s'est même pas vendue, cela m'a forcé à affronter des vérités inconfortables. Je ne demande pas encore le pardon. Je ne pense pas l'avoir mérité. Mais j'aimerais avoir l'occasion de parler, juste nous deux, si tu es d'accord. Sans ordre du jour, sans attente. Avec amour, maman. J'ai partagé la lettre avec mon grand-père et le docteur Lin, qui m'ont tous deux encouragé à envisager cette ouverture tout en maintenant mes limites. Les gens peuvent changer, a dit pensivement mon grand-père. Pas tout le monde, mais c'est possible. Ta mère a toujours eu plus de capacité d'introspection que ton père. Après mûre réflexion, j'ai accepté de rencontrer ma mère dans un lieu neutre, un café à mi-chemin entre nos maisons. La conversation a été maladroite au début, nous naviguant tous les deux avec précaution sur un territoire inconnu où les anciens schémas ne s'appliquaient plus. J'ai rejoint un groupe de soutien,
a-t-elle révélé après que nous ayons épuisé les banalités sur la météo et son jardin. Pour les parents brouillés avec leurs enfants adultes. Les histoires que j'ai entendues, certaines semblaient trop familières. Elle a fixé sa tasse de café. Je n'ai pas aimé me voir dans ces histoires. Ce n'était pas une excuse explicite, mais c'était quelque chose que je n'avais jamais vu d'elle auparavant. De la vulnérabilité, une volonté de considérer son propre rôle dans notre relation endommagée. Papa ? Ai-je demandé, sans avoir besoin d'élaborer. Elle a soupiré. Il n'est pas prêt. Il ne le sera peut-être jamais. Son orgueil. Elle s'est interrompue, puis a redressé les épaules. Mais je suis ici pour moi-même, pas en tant que sa représentante. Nous avons convenu d'un contact limité occasionnel, un déjeuner une fois par mois. Pas de discussion sur les questions financières, pas de pression pour plus que ce avec quoi j'étais à l'aise. C'était un début, timide et fragile, mais réel. Ma convalescence physique a progressé au-delà de ce que mes médecins avaient initialement prédit. À l'occasion du premier anniversaire de l'accident, je faisais des randonnées sur des sentiers modérés, j'avais repris les cours de yoga et j'envisageais de m'entraîner pour une course de 5 km. Les cicatrices restaient, à la fois celles visibles sur mon corps et celles invisibles dans mon cœur, mais elles s'étaient estompées en rappels gérables plutôt qu'en sources actives de douleur. Professionnellement, j'ai prospéré. Mon expérience de la navigation dans les suites juridiques et financières de mon accident m'a donné un aperçu précieux qui s'est traduit dans mon travail. J'ai reçu une autre promotion, cette fois au poste de spécialiste parajuriste, me concentrant sur les cas de préjudice corporel où je pouvais utiliser mes connaissances de première main pour aider d'autres personnes dans des situations similaires. Grand-père Georges est resté mon roc, bien que notre relation ait évolué à mesure que mon indépendance grandissait. Nous avions toujours nos dîners du week-end, mais maintenant je cuisinais pour lui aussi souvent qu'il cuisinait pour moi. Il m'a appris à faire son fameux rôti, et je lui ai fait découvrir des cuisines internationales qu'il n'avait jamais essayées. Nos conversations se sont approfondies à mesure que je devenais plus confiant dans ma propre voix et mes propres opinions. Je n'aurais jamais pensé que quelque chose de si terrible pourrait mener à quelque chose de si précieux, lui ai-je dit un soir alors que nous étions assis sur la balançoire de son Porsche, 1 an et demi après l'accident. Je ne choisirai jamais de revivre cet accident, mais je ne peux pas regretter où il m'a mené. Il a hoché la tête, la compréhension comme toujours. Les plus grandes leçons de la vie sont souvent enveloppées dans les paquets les plus difficiles. La vérité de ces paroles a profondément résonné. À travers le creuset du traumatisme et de la trahison, j'avais découvert ma propre force, redéfini ma compréhension de la famille, et construit une vie alignée sur mes vraies valeurs plutôt que sur les attentes des autres. L'accident qui a failli me coûter la vie m'a finalement donné quelque chose de précieux. Le courage de vivre authentiquement. De reconnaître que la famille est définie par les actions, pas par le sang. De comprendre que parfois la réponse la plus saine aux relations toxiques est de créer de la distance. Et de savoir avec une certitude absolue que j'étais capable de me débrouiller seul, même si cela signifiait être seul. Mon parcours depuis ce jeune homme terrifié et trahi dans un lit d'hôpital jusqu'à la personne confiante et sûre d'elle que je suis aujourd'hui n'a pas été facile ni direct. Il y a eu des revers et des jours difficiles, des moments de doute et un deuil persistant pour la relation parentale que j'avais toujours voulu mais que je n'ai jamais vraiment eu. Mais chaque défi a renforcé ma résolution de créer une vie définie par des liens authentiques et un respect mutuel. Alors que je regarde vers l'avenir maintenant, je ne me sens plus contraint par d'anciens schémas ou obligations. Les papiers que j'ai présentés à mes parents ce jour-là ont fait plus que séparer légalement nos finances. Ils représentaient ma déclaration d'indépendance émotionnelle, mon engagement à me valoriser même lorsque les autres ne le faisaient pas. C'est la leçon que j'espère que d'autres tireront de mon histoire. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de reconnaître quand une relation vous nuit et de prendre des mesures pour vous protéger. Parfois, l'action la plus aimante est de fixer des limites qui vous permettent de vous épanouir. Et parfois, la famille qui compte vraiment est celle que vous vous construisez. Personne par personne, connexion par connexion, choix par choix. N'oubliez pas que votre valeur n'est pas déterminée par la façon dont les autres vous traitent, mais par la façon dont vous choisissez de vous traiter vous-même. Prenez soin de vous. Je me souviens du bruit de la pluie sur l'acier froissé et du hurlement lointain des sirènes. Puis plus rien que du noir, un rideau miséricordieux tiré sur la douleur déchirante. J'ai refait surface lentement, me ramenant à la conscience contre l'odeur stérile et écrasante d'un hôpital. Une odeur qui se traduit immédiatement par de la vulnérabilité. Les moniteurs qui bipaient étaient la bande sonore de ma nouvelle réalité.
Chaque respiration superficielle envoyait un éclat de douleur aiguë et immédiat à travers mes côtes. Ma jambe gauche était immobilisée, lourde et étrangère, et quand j'ai essayé de fléchir mon bras droit, il n'y a eu qu'une douleur sourde et insensible. Un grand homme en blouse blanche impeccable, le docteur Sterling, s'est approché, son dossier servant de barrière entre nous. « Vous êtes à l'hôpital Innova Fairfax, Ryan. Vous avez eu un accident. » Les faits étaient brutaux. 3 côtes cassées, un fémur fracturé, une épaule luxée et une commotion cérébrale. Puis le coup de massue. Il y a aussi une hémorragie interne que nous devons traiter chirurgicalement. Vous avez en fait beaucoup de chance. Le conducteur qui vous a heurté n'a pas survécu. La nouvelle de la fatalité a été une nouvelle collision. J'ai fermé les yeux. Un tremblement silencieux m'a parcouru, essayant de traiter la mort au milieu de mon propre état brisé. La voix du docteur Sterling a traversé le brouillard, détaillant la nécessité urgente d'une opération dans les heures à venir. La complication, cependant, résidait dans mon ancien dossier médical, une réaction indésirable à une anesthésie standard il y a des années. Le protocole alternatif que nous devons utiliser nécessite le consentement de la famille en raison de risques légèrement plus élevés. Politique de l'hôpital, s'est-il excusé. Mon esprit, formé aux études juridiques, a immédiatement reconnu la règle dure et inflexible. Mes parents, ai-je chuchoté, le mot ayant un goût de cendre, en donnant automatiquement les numéros, un réflexe conditionné. L'infirmière Olivia, son attitude gentille mais efficace, m'a aidé à passer les appels après le départ du docteur Sterling. La ligne de ma mère a sonné une fois et est passée à l'enregistrement professionnel et étudié du « couple de pouvoir ». Celle de mon père a sonné plusieurs fois avant de faire de même. J'ai laissé des messages de plus en plus frénétiques, me concentrant sur les faits stériles. Accident, Innova Fairfax, consentement pour opération d'urgence. Le temps, atrocement élastique dans un lit d'hôpital, avançait. La dose initiale de médicaments s'estompait et la douleur s'intensifiait, une pression brûlante et crue dans ma poitrine que les infirmières ne pouvaient pas toucher sans autorisation. J'ai réessayé. Encore une fois, le silence. Puis le bourdonnement. Pas un appel, mais un SMS de mon père. J'ai regardé fixement, les mots nageant dans une mise au point écœurante. Je viens de recevoir tes messages. Ça peut attendre ? On est débordé avec la visite de la propriété Henderson, de gros clients. Appel demain. L'écran était une fenêtre sur le mépris absolu et désinvolte de ma vie. Olivia, debout à proximité, a jeté un coup d'œil à mon visage, son masque professionnel se dissolvant momentanément en un choc brut alors que je lui montrais silencieusement le téléphone. Elle n'a pas offert de réconfort ni de platitude. Elle a simplement serré ma main saine et a dit « Laissez-moi aller chercher l'assistante sociale ». Dans une dernière tentative désespérée de percer l'armure impénétrable de leur ambition, j'ai envoyé un autre SMS. « Papa, j'ai besoin d'une opération d'urgence. Les médecins ont besoin du consentement maintenant. S'il te plaît, viens à l'urgence d'Innova Fairfax. » La réponse a suivi en 3 minutes. Nous avons des visites consécutives toute la journée. Ta mère dit de prendre les médicaments qu'il recommande. On essaiera de passer ce week-end. La douleur physique a été éclipsée par une agonie interne écrasante. Ce n'était pas de la négligence. C'était la trahison ultime. Ma mort imminente était un inconvénient logistique, une erreur de planification dans leur quête de capital. Les larmes sont venues, des sanglots durs et déchirants qui ont lacéré mes côtes blessées, mais cette fois, c'était des larmes de rage et de prise de conscience, pas de chagrin. Lorsque Madame Chavez, l'assistante sociale, est entrée, elle a été témoin de l'effondrement complet et désordonné de mes 25 années d'auto-illusion. Quand mon souffle s'est finalement stabilisé, elle a posé la seule question restante. Y a-t-il quelqu'un d'autre que nous pouvons appeler? À travers les fragments restants de mon sang-froid, je leur ai donné le numéro de grand-père Georges. Le contraste a été immédiat, cinématographique dans sa clarté. Malgré le fait qu'il habite à 45 miles de là, à Lesbure, en Virginie, grand-père Georges est arrivé en moins de 50 minutes. Il n'a pas marché. Il s'est précipité, se déplaçant avec une énergie jeune et désespérée qui démentait ses 74 ans. Ryan, mon cher garçon. Ces 3 mots, son inquiétude, sa présence étaient la seule véritable émotion parentale que j'avais ressentie depuis des années. Il a écouté le rapport du docteur Sterling avec la concentration d'un avocat, posant des questions incisives et pertinentes sur la convalescence. Il a lu chaque ligne du formulaire de consentement,
puis l'a signée d'une main ferme et résolue. Alors qu'il se préparait à m'emmener, il s'est penché et m'a embrassé sur le front, une promesse silencieuse flottant dans l'air. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec ce fils à moi, mais ce n'est pas juste. Pas juste du tout. À ce moment-là, la peur s'est dissipée, remplacée par la clarté froide et dure du courage et de l'estime de soi. Les personnes qui me valorisaient étaient là. Les personnes qui avaient trouvé des excuses étaient définies par leur absence. Des heures plus tard, en me réveillant groggy et désorienté en salle de réveil, la première chose que j'ai vue, c'est sa tête argentée, ses lunettes perchées précairement, somnolent sur la chaise à côté de mon lit. Il était resté, un point d'ancrage inébranlable. Il s'est réveillé dès que j'ai bougé. Le voilà. Bienvenue, gamin. Mon premier mot, rauque et désespéré, mes parents? L'ombre qui a traversé son visage était de la déception, non seulement pour moi, mais pour son propre fils. Je les ai appelés. Ils n'ont pas encore rappelé. J'ai absorbé la piqûre familière, mais elle manquait de son ancienne puissance. Les mots du médecin, rétablissement complet possible, étaient le point de mire positif, une feuille de route vers l'autonomie. Au cours des 5 jours suivants, grand-père Georges a été mon roc, une présence constante dans la chambre, apportant de la soupe maison et me distrayant des procédures douloureuses. La communication de mes parents s'est limitée à un seul SMS le 2e jour, plein d'excuses sur des présentations de propriétés et de vagues promesses de visite ce week-end. Des promesses qu'ils n'ont jamais tenues. L'infirmière Olivia, voyant le schéma, a commenté avec une résignation entendue, certaines personnes comprennent vraiment ce que signifie la famille. D'autres ont besoin d'une ou deux leçons. Ma kinésithérapie a commencé avec Jake, un thérapeute sans fioritures qui m'a poussé, reconnaissant la détermination qui alimentait ma guérison. Vous guérissez plus vite que la plupart, a-t-il noté. Ma force physique croissante reflétait une nouvelle résolution intérieure, mais la réalité de mon avenir immédiat a frappé durement le jour de ma sortie. Mon appartement du 2e étage était maintenant une forteresse d'escaliers inaccessibles. J'aurais besoin d'une assistance à plein temps. Avant même que je puisse exprimer mon désespoir, grand-père Georges a coupé court aux formalités. Il rentre à la maison avec moi. J'ai déjà préparé la chambre d'amis. Madame Chavez a hésité, citant son âge et les exigences des soins. À mon âge, je sais ce qui compte, a-t-il répondu, sa voix une déclaration absolue de soutien inconditionnel. Il a décrit sa maison de plein pied à l'Esbur, les plans pour une rampe. Sa certitude ne laissait aucune place à un argument juridique. Il était présent. Il se battait pour moi. L'insulte finale est arrivée juste au moment où l'équipe médicale est partie. Un appel de ma mère sur haut-parleur, plein de fausses inquiétudes. Elle a expliqué que leur chambre d'amis était actuellement pleine de meubles de mise en scène pour leur propriété. Nous ne sommes tout simplement pas équipés pour accueillir quelqu'un avec des besoins médicaux, a-t-elle conclu sans effort, transformant leur égoïsme en un problème logistique. Je n'ai rien ressenti cette fois, seulement une clarté froide. C'est bon, ai-je répondu. Grand-père a proposé de me laisser rester avec lui. Le soulagement dans sa voix était écœurant. Eh bien, c'est probablement mieux comme ça, alors. Ils ont promis une visite le dimanche, qui, comme on pouvait s'y attendre, n'a jamais eu lieu. J'ai alors réalisé que le rejet ne causait plus de douleur. Il a cimenté mon autonomie et ma nouvelle valeur par rapport aux liens matériels. Déménager dans la maison de ranch de mon grand-père, c'était entrer dans un sanctuaire bâti sur l'amour, pas sur le profit. C'est lors d'une soirée tranquille, 2 semaines après mon arrivée, qu'il s'est finalement ouvert sur mon père. Robert a toujours eu faim de plus, Ryan. S'il avait un jouet, il en voulait 2. J'ai essayé de lui apprendre la gratitude, mais certaines leçons ne prennent pas, il a avoué son propre échec, son visage calme et usé par le temps gravé de vulnérabilité. Je m'inquiète depuis des années de ne pas lui avoir enseigné les bonnes valeurs. J'ai alors réalisé que ma guérison était liée à la sienne. Dans cette petite maison, des blessures plus anciennes étaient enfin traitées. Des blessures qui avaient suppuré pendant des décennies. La véritable confrontation n'a pas commencé dans le salon, mais au téléphone. En examinant mon courrier, j'ai découvert une communication de ma compagnie d'assurance mentionnant mes parents. Ils avaient contacté l'assureur quelques jours après l'accident pour s'enquérir du versement du règlement, inscrit comme « mandataire financier ». Il y a 2 ans, lorsque mon père m'avait aidé avec mon ensemble d'avantages sociaux, il avait créé une porte dérobée. Il ne prenait pas de mes nouvelles. Il monétisait ma tragédie. Mon père, répondant au téléphone, a offert de «
bonne nouvelle, sur le règlement. Je l'ai coupé. Pourquoi êtes-vous inscrit comme bénéficiaire sur mes polices? Sa réponse défensive immédiate, tu es jeune. Tu ne comprends pas, n'a fait qu'alimenter ma juste colère. Le cœur de la trahison a été exposé. Il prévoyait d'utiliser mon indemnité d'assurance pour financer leur expansion à Reston Town Center. Cet accident, aussi malheureux soit-il, a présenté une opportunité opportune, a-t-il dit, traitant ma mort imminente comme un pivot commercial. J'ai raccroché et j'ai sangloté, l'aboutissement de 25 ans de négligence émotionnelle se solidifiant en cette vérité finale et indéniable. Ma mort imminente était leur opportunité financière. Grand-père Georges, voyant mon état, le visage orageux, a juré, ça s'arrête maintenant. J'ai trop longtemps regardé passivement. Le lendemain matin, le juge à la retraite Thomas est arrivé. Son analyse était clinique et accablante, un schéma préoccupant de contrôle financier et de fraude potentielle. Il a confirmé que mon chemin vers la liberté était la séparation juridique. Nous avons passé des heures à préparer les documents nécessaires, révocation de toutes les autorisations financières antérieures, nouvelle procuration nommant grand-père Georges, et une mise en demeure formelle. La scène était prête, non pas pour un plaidoyer, mais pour une déclaration d'indépendance émotionnelle et financière. La réunion, a conseillé Thomas, devait se faire en personne. Non pas pour eux, mais pour moi. Je devais dire ma vérité en personne pour réclamer mon autonomie. La confrontation a été programmée pour un samedi après-midi. J'étais assis dans le salon de mon grand-père, physiquement amélioré, mais émotionnellement tendu. Thomas et grand-père étaient positionnés légèrement derrière moi, une manifestation physique de mon réseau de soutien. Quand ils sont entrés, mes parents étaient arrogants, agacés par la formalité, leur confiance ne faiblissant que lorsqu'ils ont vu Thomas. Mon père, dans sa tenue d'affaires, a immédiatement contesté la présence juridique. De quoi s'agit-il? J'ai posé le dossier bleu sur la table. Ma voix, bien que stable, était alimentée par chaque affront, chaque anniversaire manqué, chaque dîner solitaire au micro-ondes. Nous devons aborder votre implication dans mes affaires financières à mon insu ou sans mon consentement. Et lorsque ma mère a balbutié une défense des, j'ai asséné le coup de grâce final. Le cœur émotionnel de l'histoire. Allez dans mon dos pour contacter mes compagnies d'assurance et vous positionner pour contrôler l'argent de mon règlement n'est pas de l'aide. C'est de l'ingérence et potentiellement de la fraude. En tant que mes parents, vous étiez censés me soutenir et me protéger. Au lieu de ça, vous avez constamment mis vos propres intérêts en premier, jamais plus clairement que lorsque vous avez refusé de venir à l'hôpital alors que j'ai failli mourir. Leur réaction a été prévisible, déni, colère et la défense fatiguée de « tout ce que nous avons fait était pour toi ». La tentative de mon père de me peindre comme une victime ingrate et manipulée est tombée à plat. Grand-père Georges est intervenu, non pas avec émotion, mais avec des faits. Robert, ton fils a failli mourir. Pendant que tu montrais des maisons, j'étais assis dans une salle d'attente d'hôpital, priant pour qu'il survive à l'opération. J'ai présenté les documents, séparation financière formelle, révocation en tant que bénéficiaire, et procuration transférée à grand-père Georges. Ces décisions ne sont pas prises sous le coup de la colère, mais par instinct de conservation, et elles ne sont pas négociables. Mon père, reconnaissant la résolution absolue et la finalité juridique, a signé les papiers d'un trait furieux et audacieux. Ma mère a signé, des larmes d'apitoiement coulant sur son visage. C'est ce que tu voulais? Nous renier légalement, a exigé mon père. Non, ai-je dit honnêtement. Ce que je voulais, c'était des parents qui m'aimaient assez pour me mettre en premier quand ça comptait. Ce que je voulais, c'était ne jamais avoir besoin de ces documents. Il s'est levé, sa fierté brisée. Je ne te reconnais plus. Ce n'est pas le fils que nous avons élevé. J'ai croisé son regard, mes propres derniers mots, livrés avec une dignité calme et douloureuse. C'est peut-être ça le problème. Peut-être que le fils que vous avez élevé a finalement réalisé qu'il mérite mieux. Ils sont partis avec un clic décisif de la porte, leur dernière menace de loyauté familiale conditionnelle résonnant dans le silence soudain. Je tremblais, mais le tremblement était le choc résiduel d'une guerre gagnée, le soulagement immédiat de l'autonomie réalisée. Le bras de grand-père Georges autour de mon épaule était la confirmation. Je suis si fier de toi. Je pouvais enfin respirer. Mon attention s'est immédiatement portée sur la reconstruction. Sarah, mon amie conseillère financière, a aidé à sécuriser mon avenir, en établissant de nouveaux comptes non compromis. Ethan, mon voisin,
m'a trouvé un appartement au rez-de-chaussée de mon ancien immeuble, un pas tangible vers l'indépendance. Mon patron, Monsieur Harrison, a gardé mon emploi, donnant la priorité à ma santé par rapport à leur système de classement chaotique. J'étais entouré d'une famille choisie.